Merci. J'ai essayé de balayer un peu tout sans que ce soit trop comment dire, catalogue et essayer de vous donner des petites choses pratiques pour votre pratique de tous les jours. Donc en fait je me suis surtout basée sur les dernières recommandations HAS, je ne sais pas si vous les avez vues, qui sont plutôt bien faites, qui datent de 2019, là, qui sont assez récentes sur la prise en charge du patient qui présente une lombalgie commune. Donc on va commencer avec les questions que je vous avais posées. Donc Madame F, 80 ans, présente c'est un premier épisode de lombalgie aiguë. Il s'agit probablement d'une lombalgie commune. Donc vous êtes plutôt tous d'accord sur le fait que ce n'est pas vrai et vous avez raison. Donc la première chose à faire, c'est vraiment de savoir si est-ce que la lombalgie que j'ai devant moi, c'est une lombalgie commune ou pas. Effectivement, la fracture vertébrale n'est pas une lombalgie commune, c'est vraiment une symptomatologie de quelque chose d'autre. Donc la première chose à faire, c'est d'éliminer ce qu'on dit les drapeaux rouges. C'est tout ce qui, devant un patient, vont vous faire dire « Ah, peut-être que c'est pas une lombalgie commune, peut-être que c'est quelque chose d'autre et qu'il va falloir pousser les investigations beaucoup plus loin. » Ou en tout cas, pas se dire « C'est quelque chose de commun, je mets les anti-inflammatoires, on verra plus tard et on essaie de le soulager. » Donc ça, c'est vraiment un listing de tous les drapeaux rouges, les signes d'alerte qui doivent vous faire dire attention, c'est peut-être pas quelque chose de commun. Donc il y a des choses qui sont simples, enfin qui sont vraiment de bon sens. La douleur, elle est pas mécanique. On a un patient qui présente une douleur inflammatoire. Il dort pas la nuit parce que la douleur le réveille. Le matin, c'est la catastrophe, il est tout raide. Et au fur et à mesure de la journée, ça s'améliore. Bon, c'est pas toujours aussi net que ça, mais en tout cas un caractère qui est pas mécanique, c'est un signe d'alerte. Ensuite, vous avez la perte de poids inexpliquée, l'altération de l'état général, les antécédents de cancer. Si mon patient a de la fièvre, bien sûr que c'est a priori pas une lombalgie commune. Ça, c'est des choses qui sont assez même intuitives. Hein. On s'en doute que c'est probablement pas quelque chose de commun. Le traumatisme important, alors même la chute de sa hauteur, hein, c'est pas quelque chose qui est bénin, c'est pas normal après une chute d'avoir mal au dos, probablement qu'il y a une fracture et qu'il faut la prendre en charge. Et l'âge d'apparition, c'est-à-dire que effectivement c'est assez inquiétant de se dire qu'on a un premier épisode de lombalgie avant 20 ans, mais après 50 ans aussi. C'est pas, on rentre pas dans une lombalgie chronique ou dans une histoire de lombalgique commune après 55 ans. Il faut vraiment se méfier de quelque chose d'autre, ou néoplasique, ou une fracture, ou voilà. C'est pas normal. Si vous avez Madame Michu qui a 85 ans, qui vient vous voir parce qu'elle présente un premier épisode de lombalgie, qu'elle a jamais eu mal dans sa vie, il faut vraiment lui faire un bilan parce que c'est quelque chose qui, a priori, n'est pas normal. Donc voilà un peu pour les facteurs, en tout cas qui doivent vous alerter principalement. Donc Madame R, 81 ans, lombalgie aiguë dans les suites d'une chute. Donc, vous êtes d'accord, c'est pas une lombalgie commune. Vraisemblablement, ça va être une fracture vertébrale. Donc là, c'est vraiment un cas extrême, hein, probablement une cascade de fractures. Mais j'insiste, enfin c'est volontairement que je vous ai mis cette image pour vous dire que un tassement, c'est une fracture. Donc si vous voyez dans les comptes rendus de radiologie, parce que encore une fois, Madame Michu, elle a fait un scanner pour autre chose, pour son ventre, parce qu'elle avait mal au ventre, on lui a fait un scan abdo, le radiologue marque dans le compte rendu, attention, tassement vertébral de L4, bah c'est pas normal, c'est une fracture, il faut la prendre en charge. C'est pas quelque chose à noter en se disant voilà, il faut vraiment dépister, il faut vraiment le prendre en charge. Un tassement, c'est une fracture. Alors dans le langage courant, les gens disent ah oui, bah, je me suis tassé. Bah oui, mais un tassement, c'est une fracture. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important. C'est pas juste un tassement. Ils se tassent pas parce qu'ils sont vieux. Oui, mais il y a probablement une ostéoporose, une fragilité osseuse sous-jacente qu'il faut dépister. J'en profite pour vous dire que 60% des fractures vertébrales sont asymptomatiques. Donc c'est pas parce qu'elle fait mal qu'elle est plus grave qu'une fracture qui n'a pas fait mal, mais la découverte d'une fracture vertébrale, même asymptomatique, doit motiver un bilan et une prise en charge osseuse spécialisée. Ça, c'est impératif. Et je vous rappelle aussi que dans 25% des cas, après une fracture vertébrale, le patient va refaire une fracture vertébrale dans l'année. Donc c'est important de les dépister pour éviter une fracture. Si la cause est porotique, le fait de donner un traitement, ça va diminuer de 50% le risque de survenue d'une nouvelle fracture. Donc c'est pas du 100%, mais c'est quand même pas mal. Et si vous avez un patient qui fracture au niveau vertébral, qui était très actif, qui faisait plein de choses, s'il accumule les fractures vertébrales, notamment au niveau de la charnière, ça va avoir des conséquences très importantes sur sa qualité de vie, ce qu'il va pouvoir faire, sur son autonomie. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est à dépister, à prendre en charge.
Bien sûr, on fera un bilan biologique devant toute fracture vertébrale à la recherche d'une cause secondaire, mais ça, je pense que je vous apprends rien. C'est volontairement provocateur, hein, mais l'ostéoporose tue. C'est pas parce que c'est une ostéoporose, elle est vieille, elle a cassé, elle a tassé. Mais ça tue des gens. Alors c'est plus insidieux, c'est sûr. Hein, c'est pas un syndrome coronarien aigu, on va mourir tout de suite. Mais ça tue quand même. Si on prend là sur le dernier rapport DRESS de 2016, après une fracture de l'extrémité supérieure du fémur, 23% des patients meurent dans l'année. C'est pas anodin. Donc ça, c'est la moyenne. Mais si vous prenez les hommes qui ont une fracture d'extrémité supérieure du fémur, on monte à plus de 30%. Et si vous passez aux plus de 80 ans, alors là, on explose la statistique. Donc il faut vraiment les dépister. Et souvent, quand on retrouve des patients qu'on voit pour des fragilités osseuses après une fracture d'extrémité supérieure du fémur, finalement, en reprenant les antécédents, 5 ans auparavant, ils avaient fait une fracture vertébrale. Et puis 10 ans auparavant, ils avaient fait une fracture de l'humérus. Et puis avant, ils avaient fait une fracture du bassin. Et puis c'est passé à la trappe parce que il a cassé parce qu'il est tombé. Donc voilà, ça passe à la trappe. Donc, tout ça pour vous dire que c'est important de dépister les fractures vertébrales et qu'il faut s'en préoccuper, les dépister et les traiter, même si elles sont asymptomatiques. Le risque imminent de fracture, c'est vraiment quelque chose qui est de plus en plus pris en charge, pris en compte, c'est-à-dire que qui a cassé va casser, et surtout dans l'année qui suit. Donc c'est vraiment très important de les prendre en charge pour éviter une fracture rapide qui va survenir dans l'année qui suit. J'en profite aussi pour vous dire qu'on est en train de déployer là une filière fracture au sein de l'hôpital Saint-Camille qui vise à dépister les patients et à les prendre en charge parce qu'on a depuis peu une densitométrie osseuse qui est ouverte à tout patient de l'extérieur et que nous, rhumatologues, on est à même de prendre en charge les patients. Donc n'hésitez pas à nous adresser des patients ou en consultation. Alors si vous êtes très zélé avec la DMO et un bilan biologique, mais sinon on s'en occupera, il n'y a aucun souci. Et si les patients sont très fragiles, on peut les voir en hôpital de jour avec le kiné, avec la diététicienne et vraiment faire une prise en charge un peu plus globale. Mais en tout cas, il faut s'y intéresser et dépister. Donc ça, c'est pour la partie ostéoporose. On continue avec un peu des cas didactiques. C'est des vrais patients qui sont passés dans le service. Monsieur O, 57 ans, il présentait des dorsolombalgies très aiguës depuis 3 semaines, très invalidantes, très douloureuses, pour lesquelles il avait consulté son médecin traitant qui l'avait mis sous anti-inflammatoire sans aucune efficacité. Et le seul antécédent, en tout cas le seul point d'appel dont on pouvait se méfier, c'est qu'il avait un antécédent de toxicomanie qui était sevré de manière assez récente, depuis à peu près 3-4 mois, switché par méthadone. Et c'était le seul point qui pouvait nous alerter. Il est venu aux urgences, on l'a pris dans le service, nous on s'est dit c'est bizarre, sachant qu'en plus il avait un gros syndrome inflammatoire biologique, c'était une spondylodicite avec un abcès et une compression médulaire. Le patient, il n'avait pas de fièvre, il avait juste des dorsolombalgies, plutôt mécaniques et voilà. On est d'accord, dans la majorité des cas, ce sera des lombalgies communes, mais il faut éviter de passer à côté du cas qui n'est pas commun. Celui qui nous a donné un peu plus de fil à retordre, Monsieur C, donc 18 ans, avant 20 ans, donc premier épisode avant 20 ans, lombalgie aiguë, très mécanique, pas d'altération d'état général, rien. Vraiment, à part l'âge, rien du tout. Ça traîne un peu, il est toujours très douloureux. Finalement, son médecin traitant a raison, l'envoie faire une imagerie. Des lésions lithiques diffuses, alors je vous ai pas tout mis, mais donc là au niveau du rachis lombaire, il y en avait aussi au niveau du bassin, au niveau du rachis cervical, très diffus au niveau axial, encore plus inquiétant à l'IRM. On n'avait pas grand chose à se mettre sous la dent, il n'avait pas de syndrome inflammatoire, pas de fièvre, pas d'altération d'état général, spinée, un peu de sueur nocturne, mais pas si franche que ça. Le scan TAP était normal en dehors des lésions osseuses. La seule chose qui était un peu point d'appel, c'est qu'il venait d'arriver du Bénin pour des études d'architecture. Donc on est quand même allé à la biopsie osseuse qui était positive à tuberculosis. Voilà. Donc la tuberculose, c'est pas que la spondylodicite, donc effectivement c'est excessivement rare, mais voilà. Donc présentation vraiment lombalgie qu'on pourrait croire commun. La seule chose qui était étonnante, c'est qu'il était jeune.
Monsieur B, 70 ans, antécédent de lombalgie chronique avec plusieurs épisodes de lombalgie aiguë, des lombeaux sciatiques, un rachis très dégénératif sur toutes les imageries qu'il a réalisées. Épisode aigu après un port de charge avec une douleur qui est pas exactement comme d'habitude. Donc c'est après un port de charge, donc il y a un facteur déclenchant, mais la douleur, elle est un peu insomniante, ça réveille un peu la nuit. Il dit que c'est pas exactement comme d'habitude. Imagerie. Fracture vertébrale pathologique de L5 avec lise osseuse diffuse. Donc c'est volontairement que je vous ai mis ça. Alors je sais pas si vous avez cette notion-là. En tout cas, nous oui, c'est-à-dire qu'une fracture vertébrale de L5, si elle est isolée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre fracture vertébrale, doit faire rechercher un cancer sous-jacent. C'est pas normal de fracturer L5. Il n'y a pas tant de contraintes mécaniques finalement que ça sur la vertèbre L5. Si bien sûr au-dessus il n'y a pas de fracture, hein, parce que s'il y a des fractures au-dessus, ça change toutes les contraintes mécanique, mais L5 qui est dans la continuité du sacrum, finalement, il n'y a pas tant de contraintes que ça. Donc, c'est pas normal de fracturer L5 de manière isolée. Là, en l'occurrence, bon, ça se voyait d'emblée sur le scanner, fracture pathologique avec une hypercalcémie, un pic monoclonal et des plasmocytes dystrophiques au myélogramme, donc un myélome avec atteinte osseuse et hypercalcémie qui a été traité ici dans le service en hôpital de jour. Voilà, donc en gros, c'est surtout ça. Tout ça pour vous dire que s'il n'y a pas de signe d'alerte, en gros, la prise en charge thérapeutique, c'est anti-inflammatoire paracétamol en première intention. Si c'est résistant, on peut discuter les paliers 2 et éventuellement une cure courte de corticothérapie. On fait pas d'imagerie, sauf bien sûr, donc sauf si bien sûr on a des signes d'alerte, hein, mais en l'absence de signes d'alerte, sauf s'il y a une radiculagie et que vous vous dites peut-être qu'on ferait des infiltrations, peut-être que on ferait des articulaires postérieurs, enfin des choses comme ça. Si vous pensez qu'il y a une instabilité avec un antélestésiste qui est mobile, ça à ce moment-là il faut faire un bilan et si la durée d'évolution est supérieure à 6 semaines. Il faut vraiment rassurer les patients, ils sont toujours très anxieux. Ça évolue dans la majorité des cas de manière très favorable. On peut leur proposer de la kinésithérapie qui dans un premier temps sera vraiment un type de physiothérapie et dans un second temps active avec des exercices physiques. L'apprentissage de l'hygiène lombaire, c'est vraiment fondamental pour éviter la récidive, mais on en parlera juste après. Et il ne faut pas hésiter à réévaluer les patients à 2 à 4 semaines pour voir comment ça se passe, même si c'est un peu parfois difficile à faire en pratique, mais il faut essayer au mieux de les revoir pour vérifier que ça rentre bien dans l'ordre. Si par contre on a des signes d'alerte, on fait une imagerie, éventuellement une prise en charge spécialisée d'emblée et pas hésiter à faire les demandes en urgence si vraiment on est très inquiet. Et si la symptomatologie persiste, on peut adresser sans souci en rhumatologie ou ici ou en ville. En tout cas, nous, on peut les prendre en charge sans problème. Donc là, c'était très mitigé. On ne sait pas trop. Est-ce que après un épisode de lombalgie aiguë, il faut faire de la kinésithérapie active? La réponse est oui. Il faut vraiment les encourager à faire une fois l'épisode aigu passé, hein, on est d'accord, hein, pas quand ils sont en phase très douloureuse, mais dans les suites, il faut impérativement les sensibiliser au fait qu'ils ont un rachis qui sont un peu plus fragiles que la population générale, on peut leur dire comme ça, et qu'il faut qu'ils aient des muscles, des soutiens pour leur dos, un peu comme des tuteurs pour éviter la récidive. Donc il faut vraiment avoir une musculation importante au niveau abdominaux et paraspinaux, et ça c'est la kinésithérapie active et les auto-exercices qui sont idéalement à faire tous les jours, 15-20 minutes à se prendre pour faire des exercices de renforcement musculaire et d'assouplissement. Donc voilà, donc ça c'est pour la prévention, l'activité physique régulière, auto-exercice, hygiène lombaire et la perte de poids si jamais vos patients sont en surpoids, ça c'est fondamental. Donc ça c'est un récapitulatif de l'HAS. Donc qui est vraiment très bien fait. C'est exactement ce que je vous ai dit, mais c'est un tableau récapitulatif. D'abord, on élimine les drapeaux rouges, enfin les lombalgies qui sont en tout cas suspectes de ne pas être communes. L'autogestion, donc on informe le caractère bénin, on l'encourage à poursuivre ses activités quotidiennes, on informe que on fait pas forcément d'imagerie. La prise en charge antalgique avec les antalgiques de palier 1, les anti-inflammatoires et éventuellement les paliers 2. On réévalue de 2 à 4 semaines. Si ça va mieux, on peut faire une désescalade thérapeutique. Et après, en fonction des cas par cas, on adresse aux spécialistes, surtout s'il y a des facteurs de risque de chronicisation. Donc ça, c'est vraiment bien détaillé. Vous pouvez aller voir après dans le rapport de l'HAS qui est disponible en ligne et qui est plutôt bien fait. Je finis juste par vous dire qu'on a tous les mêmes problèmes d'accès au kiné. C'est toujours compliqué.
moi, j'hésite pas à, je sais pas si vous connaissez ça, mais j'encourage les patients qui sont jeunes, qui peuvent être autonomes et qui sont assez motivés à télécharger cette application donc, qui a été faite par l'assurance maladie, qui s'appelle ActiveDo et qui se télécharge sur le téléphone, sur l'ordinateur, où vous voulez. Donc c'est une application qui est plutôt bien faite et ça leur donne des exercices, d'auto-exercices, des conseils d'hygiène lombaire, des endroits pour aller faire du sport à côté de chez eux. C'est plutôt très bien fait et ça les encourage, ça leur envoie des signes. Ah, vous n'avez pas bougé aujourd'hui, ah, machin, enfin, voilà. Voilà.